TFM. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 38. Cette semaine, on délaisse le quiz audio pour une semaine et on revient à notre méthode classique, donc c'est-à-dire déblatérer sur des sujets de la Formule 1 qui ont fait jaser au cours des derniers jours, de la dernière semaine. Alors, au menu, on revient sur le calendrier prévisible de la saison 2020 qui débuterait en fait le 5 juillet en Autriche si tout va bien, et ainsi que les avantages et les inconvénients. Et on va pour la première fois parler de e-sports parce que en ce temps de crise, le sim racing fait des petits et on assiste à beaucoup de courses en ligne le temps de s'occuper. Pour parler de ces deux sujets en général, on a on a Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Excellent. Ana Maria, que vous pouvez écouter sur le podcast Bandera Azul, un podcast espagnol sur la Formule 1. On mettra le lien dans la description sur notre site web ainsi que sur les réseaux sociaux. Et on a Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Marc-André, qui lui aussi a d'autres contributions autres que le bulletin F1. Il participe aussi à Projection culturelle, un site web qui parle de la culture québécoise. Et aussi le Hockey World, un magazine qui parle de toute l'actualité dans la LNH ainsi que dans la Ligue de hockey, hockey junior, pardon. J'ai un petit blanc de mémoire. Exactement. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Alors, on va commencer avec le premier sujet, qui est la possible reprise la possible début de saison de Formule 1 qui aurait lieu en juillet, puisque le 27 avril dernier, Liberty Media / Formula One Group, les promoteurs de la Formule 1 en général, ont émis un communiqué de presse disant qu'ils visent un début de saison aussi tardif, au mois de juillet, le 5 pour être précis, en Autriche, probablement à huis clos. Et en même temps, cette même journée, on a appris que le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura lieu, je pense, une semaine plus tard ou 2 semaines, si je me souviens bien, selon le calendrier original, aurait lieu à la mi-juillet, donc je pense que c'est une semaine, mais elle sera disputée à huis clos. Et en même temps, on a appris que, de surcroît, le Grand Prix de France, qui devait avoir lieu à la fin du mois de juin, a été annulé et non pas reporté, annulé pour 2020. Alors, et en plus de cela, il y a un calendrier qui est un ébauche, disons, de calendrier qui est sorti avec un possible réarrangement, en fait. Donc, de juillet à août, on aurait des courses seulement dans le continent européen. De septembre à octobre, on aurait des courses dans l'Eurasie et en Asie. De octobre en Europe, on aurait 1 ou 2 courses en Asie, ainsi que les courses dans les Amériques, donc Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et en décembre, on aurait les 2 dernières courses au Bahreïn et à Abu Dhabi. Alors, je voudrais savoir, 15 à 18 courses, est-ce que vous trouvez que c'est trop ambitieux ou est-ce que c'est tout à fait correct?
De mon côté, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je pense que la F1 présentement est en train de vraiment vouloir repartir sa saison avec des bases solides. Et puis, est-ce, est-ce que c'est un scénario qui est possible? Je pense que oui. Avec tout ce que la F1 fait en ce moment pour repartir sa saison, ben, en fait, pour repartir tout simplement sa saison, je pense que c'est peut-être possible. Puis, je pensais qu'il allait y avoir des promoteurs qui allaient refuser de présenter leur Grand Prix. Et par surprise, j'ai constaté que présentement, ils voulaient avoir leur Grand Prix, même si c'était à... Bon, Marc-André, est-ce que tu peux reprendre ce que tu disais avant que ça ne coupe? Oui. Donc, en fait, oui, je suis un peu surpris peut-être de l'optimisme de la Formule 1 présentement de présenter 15 Grands Prix, ce qui serait quand même énorme dans les circonstances. Mais en même temps, j'étais allé que le Grand Prix du Canada, qui pour moi, je pensais peut-être pas possible d'avoir cette année. Le promoteur François Dumontier du Grand Prix du Canada a mentionné à Radio-Canada qu'il travaillait en ce moment pour avoir un Grand Prix du Canada cette année. Donc, il travaillait même très fort avec toute l'équipe de Chase Carey et tout ça pour avoir son Grand Prix. Donc, s'il y a d'autres promoteurs qui font de même, puis qu'on est capable d'avoir le plus de courses possible, je pense que ça peut être assez intéressant. Et 15 courses, je pense que le scénario présentement, c'était 15 à 17 courses, qui est beaucoup dans les circonstances, mais je pense qu'on pourrait atteindre ça rapidement. Et si on peut avoir des courses sans mettre des vies humaines en danger, je pense que ça peut être assez intéressant. Oui, exactement, parce qu'il faut préciser aussi dans le cadre du Grand Prix du Canada, puis ça, on en reparlera, mais François Dumontier a dit qu'il se donne jusqu'à la mi-octobre pour organiser un Grand Prix de Formule 1, évidemment, avec les conditions météorologiques, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Anna-Maria, toi, qu'est-ce que tu penses d'un scénario de 15 à 18 Grands Prix de Formule 1 en 2020? Oui, como dice Marc-André, c'est quand même ambitieux parce que de toute façon, la seule date qui est confirmée, c'est Autriche. Mais c'est sûr qu'en Europe, c'est plus facile, même si on a plus de problèmes, les circuits sont déjà là, Silverstone est là et ils sont prêts à faire plusieurs courses. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si ça sera une bonne chose quand même. Parce qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas... et juste les équipes, je ne sais pas comment ça va marcher la production non plus, c'est pas la même chose, mais ça idée quand même redémarrer parce que s'ils font pas ça, mais ils vont perdre des sponsors, la publicité et tout ça, et ça coûte beaucoup pour Liberty aussi pour les équipes, ça va faire mal, mais c'est plus ça que c'est plus ça pourquoi il annule pas la session, parce que s'il annule tout, ben, il dit que peut-être il y a des petites équipes qui vont disparaître parce qu'ils n'ont pas les budgets pour continuer. Oui. Pour absorber quand même cette perte énorme monétaire qui... les écuries ont quand même construit une voiture, ont travaillé longtemps sur cette voiture-là, donc c'est des pertes quand même importantes là, pour chaque écurie, si jamais il n'y a pas de saison. La semaine passée, j'ai parlé avec, je ne sais pas si tu connais l'ingénieur Scalabroni, lui, il a travaillé avec Williams dans les années 80 et il y a eu aussi des équipes de Formule 3, de GP2, mais ce qui expliquait, c'est que les équipes ils reçoivent comme l'argent de les sponsors aussi des pilotes qui font son contribution aussi, tout ça, ils font l'auto et si ça ne démarre pas, le problème est si le monde dit, il faut que tu me rembourses.
Parce que s'il n'y a pas de course, il n'y a rien donné à l'échange. C'est ça le problème. Parce que si on parle d'argent, ça va faire mal. Ah oui, justement, c'est bien que tu parles justement d'un ingénieur qui a travaillé pour Williams parce que une des équipes qui pourrait être affectée si une saison est annulée, c'est Williams avec toute la situation financière qui est chambranlante. Une saison annulée entraînerait des pertes énormes, non seulement en termes de coût général, mais aussi des sponsors qui ne veulent plus faire affaire avec l'équipe parce que, surtout avec l'arrivée de Nicolas Latifi en Formule 1 qui amène des commanditaires pour la première fois en F1, si la saison est annulée, est-ce qu'il y en a qui vont poursuivre l'aventure en 2021 quand tout sera, j'ai dit entre guillemets, à la normale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être à considérer. Et l'autre chose aussi que je veux amener, c'est tout le processus de test. Parce que récemment, il y a Ross Brawn, le directeur, qui a dit que tout le paddock va être, disons, séparé dans ce genre de bulle, entre guillemets aussi, là. Puis ils vont être testés à chaque 48 heures lorsque la saison devrait recommencer en juillet. Et moi, j'ai adoré. Mais je vais te laisser finir, là, mais... Non, vas-y. OK. Écoute, ce que Ross Brawn a affirmé à Sky Sports dernièrement, ça c'est venu me chercher. C'est vraiment exactement à ce qu'on veut si on veut qu'il y ait une saison, c'est que la F1 mette des recommandations, mette des restrictions assez fortes. Et présentement, c'est exactement ce qu'ils font. On parle plusieurs hôtels qui sont exclusivement réservés au personnel de la F1 pour être certain qu'il n'y ait pas de transmission qui se fasse avec des individus qui n'ont pas rapport avec la F1. Des navettes qui transporteraient les pilotes pour être certain qu'il n'y ait pas justement de transmission du virus. Réduction d'effectifs, des tests de dépistage, comme tu le disais, aux 2 jours, mais aussi entre l'entrée à chaque entrée, en fait, de circuit, les pilotes et les membres des équipes vont se faire tester et aussi une distance de sécurité qu'ils vont essayer de respecter durant les Grands Prix. Donc, présentement, ce que Ross Brawn a lancé, je pense que c'est assez pour que le virus ne se propage pas dans le monde de la F1. Et il y a aussi les imposants, les gros camions qui seraient interdits à l'entrée de chaque circuit. Donc, moi, je pense vraiment que si tout est mis en place pour que les pilotes et les équipes soient comme dans une bulle, donc qu'il y ait le moins de transmission et moins de contact avec des gens du public et tout ça, je pense qu'on peut avoir une saison si jamais les pays nous ouvrent la voie en fait pour la Formule 1. Mm-hmm. Mais là, la seule chose, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont déjà dans une bulle. Les équipes, ils restent dans chaque hôtel, ils ne bougent pas. Plus Ferrari, plus Mercedes sont plus enfermés, les pilotes sont déjà dans une bulle. La seule chose qu'il doit contrôler, c'est que le monde ne circule pas n'importe où, ne se promène pas dans la ville, j'imagine, parce que aussi le paddock, il y a un seul port de rentrée. Si tu n'as pas la carte de la FIA, tu ne peux pas rentrer. Il n'y a personne qui rentre, qui sort de là. Et la majorité des temps, on voit des fois même pas les pilotes, juste quand il faut qu'ils soient prêts pour donner des conférences de presse et tout ça. Mais ils sont quand même déjà, je dis, dans une bulle. C'est qui est un peu contradictoire, ce qu'on dit, en plus que si quelqu'un dans l'équipe est testé positif, ils vont quand même poursuivre. Il ne va pas être annulé. Mm-hmm. C'est ce que j'ai dit, c'est à quoi que a servi Australie était annulée
Mais c'est pas parce qu'il y avait un problème dans la ville, c'est pas parce que il y avait des mondes qui étaient positifs, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un d'une équipe qui était arrivé déjà, il était malade, il n'est pas tombé malade là-bas. C'est lui qui a donné positif, c'est ça le problème. Mais disons que c'est sûr que c'est les équipes qui doivent renforcer et pour ce qui est de si est public ou pas public, mais c'est à la ville qui reçoit qu'il doit décider qu'est-ce qu'ils font par rapport à la situation Mhm. dans le mois qui ça va arriver. Ouais, exactement. Puis justement, quand tu parlais de McLaren, mais moi, ce que je peux ajouter aussi, c'est que oui, il est arrivé malade, mais dans une situation où on craint justement une deuxième vague, si jamais il y a quelqu'un qui est malade, on ne sait pas s'il y a eu quelqu'un d'autre qui va attraper le virus. Donc ça aussi, ça risque d'être problématique. Si une personne tombe malade et qu'on apprend aussi que d'autres personnes ont été en contact avec la personne, ça risque de créer un autre problème comme on l'a vu en Australie. Donc c'est ça aussi Oui, que la mais F1 en veut éviter. Australie, ça pas bougé de là, hein, parce que, comme je te dis, de toute façon, les équipes, oui, d'habitude, ils se mélangent entre eux, peut-être, mais pas avec le public. Mhm. Ils sont toujours, il y a comme une petite barrière. Mais La seule façon, c'est s'ils arrivent à mobile et après ils vont se promener, ils vont faire sa vie, ils vont aller au resto, ils vont faire ces choses, mais c'est sûr que là, on ne peut pas contrôler. Non, c'est ça. Mais là, d'après ce que j'ai compris, il n'y aurait vraiment aucun contact entre les équipes non plus. Donc, un membre, par exemple, de Mercedes ne pourrait pas entrer en contact avec un membre de Ferrari durant le temps du Grand Prix. Et présentement, il regarde aussi pour avoir un dispositif de réaction rapide pour confirmer le diagnostic, isoler des personnes qui seraient testées peut-être et pour vérifier aussi que personne d'autre ait attrapé le virus durant si jamais quelqu'un l'attrape. Donc, je pense que avec les précautions qu'ils vont prendre, puis si jamais il y a un membre de l'équipe, par exemple, qui est testé positif, je pense que la Formule 1 présentement peut travailler en faisant en sorte que le monde de la Formule 1 devienne, par exemple, une ville. Ils font en sorte que cette petite ville-là reste confinée ensemble et n'entre pas en contact avec, ou le moins possible avec des gens d'extérieur pour que cette petite ville-là se transporte de pays en pays et à moi dire un peu, pour avoir le moins de cas possible si jamais ça devait Se propager, genre. se propager. Oui, y en plus que il peut pas maintenir la distanciation entre l'équipe c'est pas possible. Ouais, ça, c'est très Ouais, compliqué. dans les mêmes équipes, il peut pas. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il peut pas entrer en contact avec le monde d'autres équipes, mais entre eux, il peut pas, et c'est pas possible. Si ils vont travailler ensemble, il peut pas se tenir à 2 mètres. Non, c'est Mais même ça. entre équipes, je pense qu'il y a des postes qui peuvent travailler à 2 mètres. Tu sais, c'est certain que tout ce qui est mécanicien, tout ça, j'allais dire même le directeur technique et tout ça, je pense qu'il y a une manière de peut-être ouvrir, agrandir les postes de travail pour que ces gens-là soient à 2 mètres. Mais j'ai l'impression qu'il y a des postes qui peuvent justement se retrouver à 2 mètres, puis d'autres qu'on va faire avec, qui vont devoir travailler plus près. Et puis, je pense que les équipes vont faire avec. Ouais, exactement. Je vais revenir sur le calendrier en général parce que Marc-André, tu nous as envoyé pendant que j'ai eu un problème de Skype un calendrier qui a été un ébauche de calendrier qui aurait été
publié sur un site spécialisé. Voici le calendrier en détail. Donc, on aurait le 5 et le 12 juillet 2 Grands Prix consécutifs au Red Bull Ring d'Autriche. Les 26 et 2 août, on aurait les Grands Prix de Grande-Bretagne. Ensuite, on aurait les 16 et 23 août en Hongrie, qui a confirmé que son Grand Prix sur le circuit de l'Hungaroring à Budapest sera disputé à huis clos. Ensuite, on aurait le 6 septembre Azerbaïdjan, le 20 septembre à Singapour. Une semaine plus tard, on irait en Russie. Le 4 octobre en Chine. Le 11 octobre au Japon. Le 25 aux États-Unis. Le 1er novembre au Mexique. Le 8 au Brésil. Le 22 qui serait le tout premier Grand Prix de Vietnam qui devait avoir lieu au début du mois d'avril. Le 6 décembre, ce serait le Grand Prix de Bahreïn qui devait avoir lieu le 22 mars dernier. Et le 13 décembre, ce serait le Grand Prix d'Abu Dhabi qui, lui, garderait son statut de dernière course de la saison. Mais on ne voit pas de Canada. Oui, donc, exactement. Ce que le promoteur du Grand Prix du Canada a répondu à cela, c'est que présentement, il y a plusieurs ébauches qui se promènent entre les promoteurs de chaque Grand Prix et l'équipe de Chase Carey, et que cette ébauche-là ne correspond pas avec les discussions qu'il y a avec les dirigeants, et que selon Chase Carey, peut-être dans 2 ou 3 semaines, on pourrait avoir un calendrier, mais que les gens vont devoir patienter, et que les fans, en fait, vont devoir patienter pour avoir le vrai calendrier, mais que dans 2 ou 3 semaines, on devrait avoir des développements de ce côté-là. Puis, vu la situation au Canada, je pense que ça va de mieux en mieux. Donc, je pense que le Grand Prix du Canada pourrait avoir lieu malgré tout. Peut-être se trouver un petit trou entre un Grand Prix, peut-être au mois de septembre. Mais parce que là, je pense que tu t'as dit que les États-Unis étaient le 25 octobre. C'est peut-être un peu tard, mais on verra. C'est ça. Puis, c'est ça. Moi, personnellement, si je peux donner mon opinion, moi, je me fierais exactement pas sur l'ébauche que le site spécialisé donc, que tu m'as envoyé en lien, Marc-André, soit correct. Parce que, d'après moi, il devrait avoir un Grand Prix du Canada. Mais moi, la crainte que j'ai, est-ce que ce sera une course à huis clos? Est-ce que ce sera le cas? Parce que François Dumontier, je pense qu'il l'a clairement dit, il veut un Grand Prix avec des spectateurs parce que, évidemment, la meilleure source de revenus possible, évidemment, c'est la vente de billets. Et on sait que le Grand Prix du Canada attire en moyenne 100 000 spectateurs par jour, donc un total de 300 000 spectateurs pour le week-end. Donc, et il dit que la F1 vibrait même si ce n'est pas en juin principalement, qu'il y aurait le même engouement qu'en septembre ou en octobre. Je suis personnellement pas d'accord parce qu'évidemment... Non, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord parce que imaginez si, par exemple, et ça, je pense que c'est pas mal utopique, la saison de hockey reprendrait. Je sais que pour l'instant, la Ligue nationale de hockey pense à peut-être commencer la saison en novembre ou en décembre, mais si dans le meilleur des cas pour la LNH, la saison devait commencer comme à son habitude en octobre, tu clashes le Canadien avec la Formule 1, ça va être très difficile. Oui, mais... Non, vas-y, Anna-Mara. Le monde qui regarde la Formule 1, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et en plus, les billets ils sont déjà vendus quand même. C'est pas parce qu'ils vont recommencer. Ils vont faire ils ont envoyé les sondages pour tester un peu c'est quoi l'intention. Mm-hmm. Je sais pas si tu as regardé, c'est quoi qu'il disait. Oui, ben c'est ça. Je pense que tu parles d'un sondage, en fait. Oui, moi aussi, je l'ai rempli parce que je pense pour ceux qui ont acheté des billets pour le Grand Prix du Canada ou bien qui sont abonnés à l'infolettre du Grand Prix du Canada, on a reçu par courriel, je pense que c'était quoi, la semaine dernière,
un sondage sur les intentions des partisans, des spectateurs sur organiser un Grand Prix avec des mesures de sécurité actuelles, c'est-à-dire des mesures sanitaires, la distanciation sociale, entre autres. Je pense que c'est celui-là aussi que tu avais rempli. Hein? Oui, y en plus, je connais des monde qui viennent des États-Unis. La question est acheter qui habite en New Jersey, en New York. Alors, donc, Marc-André, malgré j'ai eu un autre problème d'ordinateur. Mon ordi, en fait, juste pour faire un petit aparté, mon ordi principal m'a lâché avant la crise. Donc là, j'ai un ordi de rechange, puis là, c'est comme si je roulais sur une Williams 2019. Donc, oui, donc... Donc, vous parliez de François Dumontet et ses ambitions d'avoir des spectateurs durant son Grand Prix. Oui, et moi je trouve qu'il vit un peu sur un nuage lointain de la société actuellement, puisque actuellement, toujours les événements de 250 personnes et plus sont annulés et je ne vois pas le jour avant qu'on ait un vaccin où on va pouvoir se rassembler dans un événement avec des milliers de personnes à côté de toi. Donc, admettons, même au Centre Bell, avec un match canadien, je ne vois pas un événement comme ça arriver avant qu'il y ait un vaccin. Donc, je trouve que présentement, François Dumontet est très ambitieux et vit peut-être pas dans la société actuellement pour voir son possible plan avoir lieu, mais on souhaite. Est-ce qu'on peut avoir un vaccin avant 2021? On aimerait ça, mais si jamais ça n'arrive pas, je pense qu'il va devoir remettre son plan à côté et penser peut-être à 2021 si il ne veut pas avoir un Grand Prix au Canada s'il n'y a pas de gens à son événement. Oui, exactement. Puis personnellement, je trouve que c'est de ce que je peux lire sur le site de Radio-Canada, préparer un Grand Prix, c'est 30 jours avec public et 20 pour une course à huis clos. Donc, évidemment, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Donc, et ça coûte quand même la même chose. C'est ça le problème. C'est ça, c'est parce que, évidemment, pour ceux qui n'ont jamais été au circuit Gilles Villeneuve, c'est un circuit semi-temporaire. Oui, le circuit est déjà là, mais c'est parce qu'il faut installer les barrières, parce que c'est aussi une route publique, c'est un parc en tant que tel, au parc Jean-Drapeau, donc il faut monter les gradins, bloquer les accès aux cyclistes aussi, c'est pas très facile à gérer en plus, donc organiser un Grand Prix à huis clos pour... étant donné la somme d'argent que la Ville de Montréal et les gouvernements fédéraux et provinciaux versent, là, il faut que le Grand Prix soit tenu. Mais il faut comprendre aussi que actuellement, même si la course devait être tenue en septembre ou en octobre, c'est sûr que on va se fier sur l'évolution de la situation. Donc, il va falloir attendre avant tout. Et justement, je veux pas faire le parallèle je veux faire en fait le même parallèle avec Singapour, qui est un circuit urbain. Donc, on est vraiment dans la ville de Singapour. Donc, ils ont le 20 septembre en tête. C'est la date originale. Puis, si le report d'une semaine, ça va être hyper compliqué parce que en fait, vous allez tout simplement barrer plus que 5 km de la ville, en fait. Donc, Donc, pour un événement qui n'apporte pas d'argent à la ville, en plus. Ça. En plus, il y a beaucoup de... il y avait des Grands Prix qui étaient renégociés, comme au Mexique, comme Espagne, qui avaient des problèmes financiers déjà. Et si en plus ils mettent des courses avec pas public, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la Formule 1 va peut-être prendre ça vont prendre le refus, vont mal prendre le refus. Donc, j'espère que non, j'espère qu'ils ne vont pas. Mais ça devrait pas, parce que s'il n'y a pas les conditions, il ne peut pas forcer non plus. Mais c'est sûr que c'est plus facile, comme je dis avant. Silverstone, mais oui, il peut faire même toute la session complète dans les circuits parce que toutes les équipes sont déjà là. Le circuit est déjà là, tout le monde est déjà là, fait qu'il n'y a pas de problème. Et pour faire tout ça avec pas de public, de toute façon, ils font des essais déjà, ils font plein de choses. Mais ici, il ne peut pas. À Monaco, il est annulé. En France, il est annulé parce qu'il ne veut pas. Et la Belgique, qui n'est pas mis dans le calendrier, il dit qu'il fait tout pour avoir son Grand Prix. Aussi, même Italie dit que si ça reprend, il faut qu'il y ait un Grand Prix d'Italie aussi. Mais pour le moment, il y a juste une course qui était confirmée et on ne sait pas si les autres vont être confirmés parce que Singapour, on parlait de Singapour, il était comme bien, tout allait bien et il y a une semaine que tout a explosé. Exact. Et ça encore, peut-être ils vont pas vouloir faire la course, ils vont pas vouloir faire une course pas publique. Mexique, c'est sûr, ils vont pas faire la course, il n'y a pas public non plus. Ouais, exactement. Puis, les États-Unis, c'est aussi, et en Texas, il n'y a rien maintenant, ils font rien, il n'y a rien qui est confirmé non plus. Ouais, exactement. Puis, il faut préciser aux États-Unis, la situation est catastrophique. Puis je pense à ça, puis je trouve ça ironique. Singapour, on peut pas le déplacer, mais le Grand Prix d'Azerbaïdjan, on peut le déplacer. Donc moi, ce qui me fait dire, c'est une question de coût parce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan amène beaucoup d'argent à la Formule 1. Donc c'est ça. Donc si je trouve ça ironique qu'on pourrait pas être capable de déplacer Singapour, mais qu'on pourrait faire de même avec le circuit de Bakou, qui est un tracé tout aussi urbain que Marina Bay. Et est-ce que d'avoir une course, plusieurs courses dans le même circuit, ça vous dérangerait? Admettons que présentement, on parle d'Autriche, d'avoir au moins 2 Grands Prix au même circuit. On parlerait peut-être même Silverstone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous dérange ou ça vous passe? Tu imagines 2 fois Monaco? Ah non. Dans les mêmes festivals. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher si... C'est pas intéressant non plus. C'est plus intéressant non plus. Il y a comme France l'année passée qui était un peu la course qui n'était pas très excitante. Non, c'était plat. Mais si en plus ils font 2 ou 3. Mais justement, moi, je sais que tout le monde est pas mal content de voir le Grand Prix de France être annulé, mais dans la situation actuelle où on veut organiser 2 Grands Prix consécutifs, le circuit de Paul Ricard aurait été une roue de secours assez exceptionnelle parce que il y a plusieurs configurations. On peut moduler le circuit à notre guise tout en respectant les mesures de sécurité de type grade 1. Donc, pour tous les circuits qui accueillent la Formule 1 ont une homologation de type grade 1. Donc, c'est-à-dire les barrières de sécurité, le paddock, toutes les installations qui doivent être quand même... qui doivent fitter avec la Formule 1. Puis le circuit de Paul Ricard était parfait pour ça. Puis le fait qu'on peut pas accueillir il peut pas avoir d'événements sportifs jusqu'en septembre, c'était impossible pour le Grand Prix de France. Exact. Oui, mais il pourrait avoir plusieurs configurations, mais pour une course de Formule 1, il ne peut pas changer les mêmes fins de semaine de configuration parce que ça revient à que ça va mêler les pilotes après. Mais justement, si ça peut créer un peu de spectacle, on va le prendre. Non, mais ça peut pas créer. Le problème, c'est pas le spectacle, c'est dangereux parce que il peut causer des accidents aussi. Oui, il y a ça aussi. C'est pas juste que c'est le spectacle, c'est qu'ils travaillent
trop fort depuis longtemps la sécurité, il fait ça, c'est pas facile aussi. Et j'ai parlé avec quelqu'un sur que non, on peut mettre les circuits à l'envers, mais c'est pas possible parce que les sorties, quand il y a un crash ou une auto qui sort des pistes, pour les sorties, ils sont faits de la façon que c'est fait d'habitude. C'est ça. Moi, j'ai trouvé l'idée d'avoir des courses sur des circuits inverses comme à Silverstone. C'était la plus grande fumisterie que j'ai entendue. Non, c'est fou, on ne peut pas. Et il y a aussi le fait que je pense, et il y a une écurie comme Ferrari qui pourrait être très contre ces Grands Prix-là, puisque si on regarde la situation depuis quelques années, en Autriche, Ferrari n'a pas de succès. Red Bull va très bien. En plus, c'est leur circuit de domicile, mais c'est un circuit où la voiture a l'air de bien aller, puis la voiture donne sa pleine performance. Et quand tu te transportes vers Silverstone, quelle écurie domine depuis des années et est presque intouchable, c'est Mercedes et Lewis Hamilton. Donc, présentement, dans ces conditions-là, j'ai l'impression qu'une écurie comme Ferrari pourrait regarder la situation et si jamais il y a un vote, dire, regarde, nous, on n'est pas intéressés à avoir 2 Grands Prix au même endroit consécutifs. Donc, j'ai hâte de voir comment la situation va aller. Mais moi, je suis pas contre. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une méthode d'une course avec une qualification et tu fais une grille normale, puis l'autre course, tu y vas avec une grille inversée? Peut-être ça pourrait être intéressant aussi de faire de jouer un peu avec le calendrier, puis de jouer avec la façon de faire. Et c'est bien que tu amènes ce point, Marc-André, parce que justement, j'y pensais. Dans un podcast que j'ai écouté justement cette semaine, Gary Anderson, l'ancien directeur technique de Jordan, a dit que justement cette saison, ça pourrait être le meilleur moyen de déjà le calendrier en tant que tel, d'organiser les Grands Prix en fonction des continents. Ça, c'était un projet que Liberty Media voulait faire pour, disons, éviter les transports assez farfelus comme d'aller de Bakou à Montréal en l'espace d'une semaine. Ça, déjà, à la base, c'était stupide. Puis on l'a vécu. Mais aussi, ce serait de tester d'autres formats de Grand Prix pour rendre le spectacle plus intéressant. Et justement, avec le fait que probablement les Grands Prix ne seront pas diffusés, les commentateurs ne devraient pas être sur place. Ils seront en studio. Tu sais, ça pourrait donner un autre moyen de refaçonner la manière de diffuser un Grand Prix de Formule 1 parce que honnêtement, moi j'aime bien regarder toutes les séances d'essai, mais c'est plate, 1h90, 1h30, oui, 1h30 là, tu vois les voitures rouler. Sur le circuit, c'est bon, mais à la télévision, écoute, tu peux faire autre chose. Les qualifications aussi, il y a sa part de drame. Il y a une part de drame, mais le plus important, c'est la course, naturellement. Donc, tu vois, tu pourrais faire un condensé des qualifications, puis la course au complet, tu la diffuses, au lieu d'avoir à diffuser tout ça. Mais évidemment, c'est sûr qu'avec les droits TV, les diffuseurs comme les RDS, Sky Sports F1, ESPN, pour avoir leur droit de veto aussi. Donc ça aussi, ce serait quelque chose à vérifier aussi. À revisiter, devrais-je dire. Oui, tu as totalement raison. Puis je pense que ça peut, une saison comme ça, si elle a lieu, je pense que ça peut amener aussi le lot de tests, des tests justement pour améliorer le spectacle, parce que je pense qu'on peut profiter de la situation vu que on n'aura pas une saison à 22 Grands Prix, on n'aura pas une saison complète. Peut-être qu'on va avoir une dizaine de Grands Prix, donc maximiser l'utilité de faire un Grand Prix et on va dire de mettre des vies en danger vu que
ces individus-là pourraient être confinés chez eux à la place de faire des courses. Mais je pense qu'il y a une manière de bien profiter d'un week-end et de ne pas exactement de profiter puis de faire de l'argent avec tout ça. C'est ça. Puis aussi, je crois que justement, on voulait mettre l'accent sur 2021-2022 pour amener une nouvelle Formule 1, une Formule 1 qui conviendrait à la génération actuelle. Alors, je pense que tout cela, en fait, cette pandémie de coronavirus pourrait amener justement la Formule 1 à revoir un peu son système. Oui, et il y a plusieurs choses qui vont pouvoir conserver par la suite. Probablement que tout ce qui est vol analysé et tout, je pense que la F1 va pouvoir profiter des améliorations qu'ils vont avoir faites cette année pour avoir une saison et garder quelques petits avantages comme ça. Et toi, Anna-Maria, est-ce que tu penses que la Formule 1 devrait profiter de 2020 pour avoir d'autres... De se réinventer en quelque sorte? Oh. Je pense qu'on a perdu Anna-Maria. Oh. Donc, je pense qu'on... Anna-Maria? Oui, il y avait un petit problème, micro fermé. Ah, ok. Okay. Non, mais c'est une bonne idée, mais aussi, je pense que c'est plutôt les promoteurs qui doivent profiter pour renégocier parce qu'ils ont beaucoup d'agents toujours des Grands Prix, mais ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais maintenant, s'il y a des courses à fermer, pas de public, mais l'hiver, il y a tout. C'est juste la ville qui accueille, c'est juste les promoteurs qui a tout à perdre. Il va avoir le gros bout du bâton durant les négociations. C'est ça. Que la négociation, c'est là le moment, mais pas de réinventer complètement parce que maintenant, il était pour le bon chemin, c'est approcher le public. C'est plutôt ça, le but. Approcher le public aux courses, aux pilotes, pour faire comme en Amérique, la indica qu'ils sont plus proches, mais avec ça, on ne peut pas. Mais de toute façon, s'ils font des courses à porte fermée, ils ne peuvent pas demander le plein prix non plus aux promoteurs. Et justement, je vais prendre le ballon bon, mais l'une des ligues qui intéresse le plus les jeunes présentement sur le territoire nord-américain, c'est la NBA. Oui. Et pour la simple et bonne raison que ils utilisent au maximum la visibilité et la popularité d'un individu comme LeBron James pour rendre... en fait, c'est un sport d'individu beaucoup plus qu'un sport d'équipe. Donc, ils centralisent leur information, leur publicité sur des individus. Et je pense que la NBA est tout de même quand même proche de leurs fans. On n'a pas d'équipe à Montréal, donc je ne peux pas m'avancer sur ça, mais j'ai l'impression que les équipes sont assez proches de leurs fans et que la Formule 1 doit jouer là-dessus aussi parce que ce sont des individus qui sont populaires en Formule 1. Il y a 2 pilotes par écurie, donc automatiquement, ça réduit énormément le nombre de personnes qui peuvent faire de la Formule 1 et je pense que d'utiliser beaucoup plus la personnalité et de faire connaître les pilotes, ça peut donner beaucoup d'avantages à la Formule 1 d'approcher les jeunes. Et on l'a vu déjà avec l'après Bernie Ecclestone qui était très fermé puis ne pas trop vouloir que les gens sachent qu'est-ce qui se passe avec la Formule 1. On a vu que ça a pu intéresser les jeunes quand Liberty Media est arrivé. Puis je pense que c'est sur ça qu'ils doivent centraliser leur énergie prochainement. C'est certain que cette année, ça sera peut-être pas un bon temps. Mais justement, ils peuvent peut-être utiliser les médias sociaux pour garder cette distance, mais cette approche avec les gens. Ouais. Et pour compléter, en fait, moi, je te dirais, justement, le sportif, le pilote qui a une visibilité assez énorme
équivalent à LeBron James, c'est naturellement Lewis Hamilton. Donc, justement, jouer avec la popularité d'Hamilton pour aller chercher le plus de fans possible. Évidemment, on parle de Drive to Survive, on ne dira jamais assez, mais ça, c'est un énorme coup de la part de Liberty Media d'avoir une série qui met l'accent sur la Formule 1 en général. Mais je pense que tu peux utiliser aussi la figure la plus populaire de ce sport, qui est le sextuple champion du monde. Kimi Raikkonen. Et Kimi Raikkonen aussi. Kimi Raikkonen. Oui, mais même s'il ne fait pas grand-chose, il est très populaire. Oui, il est très, très populaire. Les gens l'adorent. Oui, et les gens l'adorent, effectivement. Dernier point avant de passer à notre deuxième et dernier sujet. Il y a des circuits qui ne sont pas actuellement au calendrier 2020 de la Formule 1 qui se proposent pour organiser des Grands Prix. Donc, on parle de Imola en Italie qui n'a pas accueilli de Formule 1 depuis 2006 dans le cadre du fameux Grand Prix de Saint-Marin. Il y a les circuits de Estoril et de Portimao au Portugal qui se proposeraient et qui ont récemment obtenu le fameux grade 1 qui permet d'accueillir des courses de Formule 1. Et il y a le fameux circuit de Hockenheim que tout le monde veut revoir parce qu'il y a eu un Grand Prix fou sous la pluie alors que normalement c'est pas... c'est un Grand Prix qui est correct, soyons très honnêtes. Donc, ces quatre circuits qui se proposeraient pour accueillir, pour être intégrés dans le calendrier de la Formule 1. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est positif. Je pense que l'important présentement, s'il y a une saison, c'est d'avoir le plus de Grands Prix possible et de maximiser cette saison. Donc, c'est certain que tu peux profiter du fait que d'autres promoteurs et d'autres circuits veulent avoir une course. On ne peut pas les placer de côté et leur dire non, on ne vous veut pas. Même chose pour Hockenheim. Je pense que c'est un circuit qui, par les années, nous a donné peut-être des courses moins intéressantes, mais tout de même de profiter du fait qu'ils veulent avoir une course et d'avoir le plus de courses, je pense que ça peut être intéressant. Et de redécouvrir d'une manière différente des anciens circuits, peut-être, on ne sait pas, peut-être les ramener officiellement si jamais la course est intéressante. Ouais. Mais on revient à ce qu'on parlait avant, que c'est le moment de profiter parce que c'est des circuits qui n'ont pas de course, pas parce qu'ils n'étaient pas disponibles, parce que c'était pas bon, c'est juste parce que les négociations n'ont pas abouti et ne pouvaient pas payer de l'argent pour continuer à soutenir des courses. Et maintenant, j'imagine qu'ils pensent qu'avec tout ça, mais oui, ils peuvent se proposer et dire, ouais, tu peux faire la course, mais on ne paye rien. C'est ça. Ça va être un énorme problème, c'est que les négociations, il faut qu'évidemment ce soit moins dispendieux. Là, le seul problème, c'est que s'ils font ça gratuit pour quelques circuits, ceux qui sont déjà négociés pour plusieurs années, ils vont dire ok, mais et moi aussi. C'est ça, ça va entraîner un gros cercle vicieux d'après moi. Donc, évidemment, moi, personnellement, Imola, je voudrais bien... je pense que, comme tout le monde, avoir des circuits en Europe ou bien des anciens circuits qui ont été des classiques, ce serait bien, mais il faut aussi regarder du côté de l'argent parce que c'est ça qui fait en sorte que la Formule 1 peut exister, en fait, que des écuries peuvent continuer à rouler aussi parce que tout ce dont on parlait justement avec le Grand Prix du Canada, les revenus en termes d'argent, de revenus de billets, entre autres, là, c'est ça qui fait en sorte que la Formule 1 peut exister. C'est sûr qu'avec une négociation à la baisse, ça va entraîner tout un lot d'injustice pour ceux qui ont dû payer cher pour garder leur Grand Prix de Formule 1. Mais ça, évidemment, moi j'y crois pas tellement parce que ça, justement pour les raisons dont je viens d'énumérer, je crois pas tellement à ça. Ce serait bien, peut-être si c'est temporaire pour dépanner, mais après, il faut pas s'attendre à ce que ça revienne au calendrier. Ça revienne en 2021, voire même 2022. Peut-être si jamais
il y a des grands prix qui sont, disons, annulés. Ils veulent plus revenir au calendrier, que ça peut être une roue de secours de manière permanente. Oui, exactement. Parfait. Alors, que pensez-vous et vous à la maison ou au travail aussi, que pensez-vous du calendrier en général 2020? Est-ce que vous êtes d'accord? N'hésitez pas, ou pas, je veux dire, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, entre autres, en cherchant le bulletin F1. Maintenant, on va passer à un sujet un peu moins sérieux, mais qui l'a été un peu depuis la fin de semaine. C'est le sim racing. Donc, comme il n'y a pas de course automobile, du moins un peu partout jusqu'au 17 mai, étant donné que le NASCAR va revenir en activité, on s'est contenté, enfin, je parle pour plusieurs, on s'est contenté... Toi, pas moi. Oui, je parle de moi, évidemment. Peut-être. Moi aussi. Ah, ok, on est deux. Bon, 2 sur 3. Ok, bye. Donc, 2 sur 3 ici en conversation. On a regardé les courses de sim racing. Donc, c'est un peu notre roue de secours. Il y a eu, évidemment, un Grand Prix virtuel qui a eu lieu au Brésil avec quelques pilotes. En fin de semaine, une course qui a été remportée par Alex Albon. Disons, c'est un peu un baume pour, après s'être fait percuter par Lewis Hamilton dans le Grand Prix réel. Il y a aussi il y a eu cette fameuse course d'IndyCar, le mini Indy 500 dans lequel Lando Norris a été... a participé puis impliqué dans un genre de controverse. Il y a aussi d'autres séries comme en Amérique du Nord, le IMSA, le championnat d'endurance nord-américain qui a participé, qui organise sur iRacing un championnat de GT3, le Supercars aussi. Alors, est-ce que vous pensez que le sim racing va devenir... il est déjà important, mais est-ce que ça va ça va continuer de s'accroître lorsque les saisons de course automobile vont reprendre? Mais regarde, moi que je regarde même pas, j'ai vu que je regarde même pas les sim racing. Mais mon opinion, c'est que maintenant, on est tous confinés, il n'y a rien à voir à la télé, il n'y a aucun sport qui marche, fait que ça, il fait en sorte que ça commence à marcher, mais ils sont bien, ils profitent, ils vendent des simulateurs partout, des jeux, ils font des courses. En plus, ils mettent des vrais pilotes qui font la course, et c'est ça, comment on peut dire, c'est avec ça qu'ils font la promotion parce qu'ils sont des vrais pilotes. Ils disent Beto Norris, c'est les vrais pilotes de Formule 1 qui vont, quels qu'ils sont, pas tout le monde, c'est ceux qui veulent, les plus jeunes, mais quand la session va commencer, mais oui, ils n'ont pas le temps de jouer. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est juste un jeu vidéo, mais moi, de ce que j'ai vu, par exemple, le mini ID 500 que j'ai regardé en fin de semaine, tout le challenge IndyCar qui a eu lieu pendant les 6 dernières semaines, il y a eu... C'était comme une diffusion réelle. Tu avais les commentateurs, les analystes, évidemment, à distance. Tu avais les pilotes, entre autres, Simon Pagenaud, qui était complètement équipé avec sa combinaison de pilote et qui diffusait sur Twitch. Entre autres, ses exploits, évidemment, sa connerie insurmontable. Donc, il y a aussi des sponsors qui regardent justement les sim racing parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité de business. Parce que c'est rendu ça. Il y a même des paris aussi. Il y a des paris pour des courses de sim racing aussi. Donc, le fait de dire que c'est juste un jeu, peut-être pour soi, ça ne veut pas. Mais c'est là qu'il
Après, je laisse parler Marc-André, parce que lui, il pourrait y regarder. Mais l'opinion, c'est de l'extérieur. Je dis, c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des paris, il y a des choses, il y a beaucoup d'argent, parce qu'ils profitent maintenant de ça. Mais ce que je vois de pas correct, c'est que des vraies vies de pilotes, pas virtuelles, soit affecté juste parce que dans la course il a pris pour un jour ou parce que oui, il sait que il va pas faire mal à la personne. C'est des fois des pilotes qui sont jamais agressifs dans la vraie course, c'est des bons pilotes qui sont jamais une mauvaise intention quand ils font la course pour ver qui a un currículum très bien, qui est champion, mais ce qui est dommage, c'est qu'il se voit affecté juste parce qu'il a pris ça pour un jour. Il faut faire attention aussi avec ça, parce que tu ne peux pas commencer à détruire tous les pilotes comme celui de NASCAR, il les laissait pas d'auto, pas de travail, juste parce qu'il a fait une connerie à la course virtuelle. Oui, évidemment, je pense que tu fais référence à Bubba Wallace qui a, je dis en termes de jeux vidéo, qui a rage quit pendant une course et lorsqu'il a dit « Ah, c'est juste un jeu et tout il y a un commanditaire qui a décidé de rompre les liens avec le pilote. Aussi, Larson qui était même fini son contrat. Ah oui, mais Larson, lui... Il était visé de son équipe, oui. Carl Larson, le pilote, anciennement pilote de NASCAR chez Chip Ganassi Racing, pour vous expliquer un peu le contexte, je pense qu'il était dans une course de iRacing, puis il a dit le mot en haine que je ne prononcerai pas parce que même moi ça me ferait mal. Puis... Même pas toi, tu n'as pas le droit. Non, même moi j'ai pas envie de le dire, puis ça ne m'intéresse pas, je comprends pas pourquoi on le dit encore. Bon, c'est juste une petite impression personnelle, mais le fait qu'il ait dit le mot en haine, il a perdu ses commanditaires. Puis là, on parle pas de petits commanditaires. On parle de McDonald's, de Chevrolet, de iRacing qui l'a suspendu de manière indéfinie. Je pense qu'il y avait, je vais pas dire Capital One, mais je pense que c'était une compagnie qui était associée à Capital One aussi, la compagnie de carte de crédit, d'assurance et tout. Oui, lui était fini, il était avancé de l'équipe, il était fini au complet. Ouais, donc lui, sa carrière, parce qu'il a dit... un mot oui, raciste. C'est ça, ce qui vaut la peine, c'est ce qui fait attention, parce que des fois, les pilotes, ils sont dans la maison, dans sa boule, ils pensent qu'il y a personne qui écoute, fait qu'il faut faire attention aussi et transmettre tout ce qu'il dit, pas filtrer. C'est ça, puis en plus, quand t'as des sponsors qui regardent, même si c'était, je pense, une course, pas comme, c'était pas une course officiel, on pourrait dire, de NASCAR en ligne, mais quand même, ça a été diffusé partout sur Internet, donc quand tu vois un sponsor, quand un représentant de la compagnie dans laquelle ton porte-parole est impliqué fait une connerie de ce genre, là, est-ce que tu te dis, est-ce que je veux vraiment être associé? Donc, moi, je pense que Carl Larson, dans ce cas-là, a fait une connerie qui a non seulement ruiné sa réputation, mais sa carrière aussi. Maintenant, je vais laisser parler Marc-André parce que je pense qu'il y a... Je sais pas, j'ai pas de webcam, mais je sens qu'il a envie de parler de sim racing. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, on n'a rien à se mettre sous la dent, on n'a pas de course, on peut écouter des vieilles courses, mais c'est pas mal la seule chose qu'on peut se mettre sous la dent. Donc, moi, je trouve ça intéressant que des pilotes comme Alexander Albon, Charles Leclerc, George Russell aussi, qui profitent beaucoup de cette occasion pour donner du contenu aux fans de Formule 1. Mais je suis surpris que la Formule 1 n'ait pas mis plus l'accent dans les dernières semaines sur amener d'autres pilotes à participer à ces courses-là, puisque la réalité du nouveau jeu de Formule 1 est tellement grand que c'est peut-être le seul sport où tu peux, vu que c'est une personne qui a le contrôle de sa voiture, c'est presque
le jeu parfait pour recréer une saison. Donc, je suis vraiment surpris que dans les dernières semaines, la Formule 1 n'ait pas encouragé des gros pilotes comme des Vettel ou des Verstappen même qui avaient participé à quelques courses dans les premières semaines. Et là, on ne le voit plus dans l'univers de ces petites courses-là. Et ça m'étonne un peu parce que ça offre à la Formule 1 un potentiel quand même de construire quelque chose durant la quarantaine. C'est de ça que c'est pour ça qu'on parlait de ça, la coupe virtuelle, parce que maintenant, avec tout ce qui s'arrive avec les courses d'IndyCar, les pilotes, ils ne veulent pas faire ça parce que, regarde, si font une connerie, après, ça va coûter cher. Mais que je ne pense pas que maintenant, ils sont encouragés à y aller. En plus, ils ne peuvent pas les obliger à faire ces volontaires. Oui, mais je pense que dans les dernières semaines, il aurait pu mettre plus d'efforts pour que des gros noms soient parmi ces courses-là. C'est sûr que le problème, c'est les gros noms. Hamilton, je ne pense pas qu'il ne veut pas aller à la course virtuelle en F1 parce que lui, s'il ne gagne pas, là... Hamilton qui ne gagne pas, c'est rare. Ils vont dire qu'il poche. Je vois où tu vas, mais je pense que dernièrement, la Formule 1 aurait pu faire de l'argent alentour de ces courses-là avec un des sponsors. Tu recrées un peu une saison virtuelle sans dire que ça compte juste pour le plaisir des partisans et tu peux sûrement, il aurait pu sûrement avoir des fonds d'une compagnie qui commandite, par exemple, les courses et tout ça. Donc, je pense que dernièrement, il aurait pu faire quelque chose de plus intéressant pour amener des pilotes mieux que, je ne veux pas dire qu'Alex Albon et tout ça, c'est pas des bons pilotes, mais c'est amener un plus vaste, de plus grands pilotes. Et je sais qu'il y a eu quelques anciens pilotes qui ont participé à des courses, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi de revoir quelques noms parmi les anciens. Et puis, je crois, Abdou, tu vas pouvoir sûrement me dire plusieurs détails, mais je pense que la prochaine course, c'est le Grand Prix du Pays-Bas. Est-ce que c'est ça? En fait, c'est ça. C'est que la fin de semaine qui vient de passer, c'était le Grand Prix virtuel du Brésil qui remplaçait le Pays-Bas parce qu'on est encore avec F1 2019. Donc, cette semaine, c'est, je pense, le Grand Prix d'Espagne. Mais pour ajouter mon grain de sel, parce que moi, j'ai F1 2019 chez moi. Je joue en ligne, puis personnellement, si je devais créer une ligue, ce serait plus entre amis, mais je privilégierais même pas la Formule 1 parce que, et même Max Verstappen le dit, il a essayé F1 2019, puis c'est loin d'avoir la même sensation que de conduire une Formule 1. C'est pour ça que lui, il est sur iRacing, il est sur Assetto Corsa, qui est plus centralisé sur les GT, sur d'autres simulateurs autres que F1 2019, parce que et je l'ai vu lors du premier Grand Prix virtuel au Bahreïn. C'était, excusez-moi le terme, mais c'était un shit show incroyable. On voit Johnny Herbert court-circuiter le premier virage malicieusement. On voit... écoute, c'est pas pour dire que il devrait avoir plus de pilotes, mais j'ai vraiment adoré... mais j'ai pas trop compris l'idée d'avoir Ian Poulter, le golfeur professionnel qui est un fan de Formule 1. Je retire rien à son ambition, mais je pense que si tu voulais que la F1 se prenne au sérieux, c'est essayer de convaincre, non seulement d'avoir un jeu qui est assez potentiel, qui est potentiel à avoir de bonnes courses. Oui, il y a eu au Brésil, la belle bataille entre Alex Albon et Charles Leclerc pour la victoire. Mais Lando Norris, qui est probablement avec Max Verstappen la figure la plus importante en Formule 1 pour le sim racing, Norris a connu des problèmes de connexion. Verstappen n'aime pas le jeu.
Puis, ironiquement, on parlait de Vettel, mais lui aussi, il a commencé à participer au jeu de sim racing dans un championnat de légende à Air Factor 2 aussi, qui est, ma foi, aussi meilleur qui est même mieux que F1 2019. Donc, si la FE veut vraiment compétitionner, a voulu compétitionner contre la IndyCar, il aurait fallu avoir un jeu qui avait... Je dis pas que F1 2019 est pas correct. C'est un très bon jeu. Mais je pense qu'il aurait pu avoir un jeu qui est très centré sur le sim racing. Ce qui est déjà le cas, mais un peu plus poussé. Ok, ouais. Parce que honnêtement, là, le premier Grand Prix virtuel au Bahreïn, c'était drôle, mais à la fin, tu regardes, tu compares ça aux autres séries, puis la F1 2019, c'était un énorme cirque. Maintenant, là, bon, ça s'est amélioré, personnellement. Ok, ben tu vois, je n'avais pas écouté la première course à Bahreïn, donc j'avais seulement Interlagos, puis l'autre c'était ouais, c'est ça, Interlagos, donc mais c'est vrai que c'était intéressant. Puis je pense justement, il y a manière probablement que F1 2020 va arriver au mois de juillet, donc si jamais le jeu a un meilleur potentiel que 2019, peut-être qu'il y a d'autres pilotes qui vont être intéressés par s'amener dans cette petite compétition qui est pour animer un peu les gens. Ouais. Et pour continuer un peu dans le sujet de iRacing et tout ça, je voudrais avoir votre opinion justement sur cette course d'IndyCar où j'explique en fait dans les circonstances. Dans les derniers tours, il y a Simon Pagenaud, le champion en titre des 500 000 d'Indianapolis, qui sort des puits et va ralentir délibérément pour ruiner la course de Lando Norris après que ce dernier ait fait un dépassement à 3 l'impliquant avec Pagenaud et Graham Rahal. Et ensuite, lors des derniers mètres, il y a Santino Ferrucci qui ne s'est pas fait... Mais lui, il fait ça partout. Ah oui, et justement, Anna Maria, pour donner un peu de contexte, peux-tu expliquer ce qui s'est passé avec Santino Ferrucci en Formule 2 en 2018? Ah non, moi, ça lui est pas surpris. Lui... Mais quand même, il était comme guéri. Ouais. Depuis qu'il est arrivé à IndyCar, mais je pense que le fait que c'est un jeu, comme tout le monde dit, mais ça fait que tout le monde y a relâché. Mais je n'ai pas regardé la course. Tous les commentaires sont que la finale était n'importe quoi. Ouais. Mais pour ce que tu as expliqué sur l'incident de Norris, j'ai juste une chose à dire. Rappelle-toi de Ocon, Verstappen, oui. Brasil, et personne a critiqué Ocon. Mais je ne comprends pas pourquoi maintenant le monde veut venir de Pagenaud. C'est quand même la vraie vie et à la place, Verstappen était blâmé plus qu'autre chose. Mais ben, en fait, la différence, c'est que... oui, vas-y, Marc-André, je pense que tu voulais venir à un point. Ouais, ben, je pense que pour revenir à ce qu'Anna Maria disait sur la situation entre Ocon et Verstappen s'est fait plus prendre par la Formule 1 et blâmer par la Formule 1 que le monde de la Formule 1. Le monde de la Formule 1 avait blâmé énormément Ocon pour son geste et je pense que c'est moins une comparaison qui se... Mais la question, c'est qu'on a oublié, tout le monde a oublié, parce que tout le monde se rappelle de la chicane après, mais personne ne se rappelle de ce qui s'est passé pour vrai. C'est qui était l'instigateur? La faute, c'est à qui la faute? Mm-hmm. À qui revenait la faute? Parce que... Bon, je se rappelle de ce qui s'est passé après. Oui, parce que c'est ça, il faut expliquer que, bon, comme je le disais... Mais c'était un pilote qui était doublé et qui ne voulait pas laisser passer et retenir. Et en plus, c'était un pilote qui appartenait à
Mercedes y Mhm. la victoria est revenue à Lewis Hamilton. Comme par hasard. Comme par Oui, hasard, oui. c'est ça. Y on se rappelle juste de que non, Verstappen n'était pas correct, il a fait la chicane et blablabla après la course. Ouais, mais la différence dans tout ça, c'est que, bon, Pagenaud, lui, il l'a fait de manière délibérée. Il a voulu... Ben, bon, selon ses dires, il a dit à Norris qu'il voulait le ralentir et que ce soit le coéquipier de Norris dans la course, Oliver Askew, qui gagne. Mais la réalité, c'est que Pagenaud n'était pas content d'un dépassement que Norris a fait à 3 de large sur un virage avec Norris, Pagenaud et Graham Rahal qui était au milieu de tout ça. Puis quand Rahal a été surpris du dépassement de Norris par l'intérieur, Rahal s'est rabattu sur Pagenaud sans le savoir. Puis Pagenaud s'est retrouvé dans le mur. Dans iRacing, il y a une possibilité de revenir dans la course. Donc, quand Pagenaud... Et il y a un clip qui circule sur Internet qui dit... où on entend Pagenaud dire Let's take Lando out avec son spotter qui était là. Donc, il y avait l'intention de se venger. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, du cas Ocon au Brésil. Donc, ça, c'est un comportement vraiment irrespectueux de la part de Pagenaud. Mais c'est pas comme si c'était comme Lando Norris le disait, c'est parce qu'ils avaient honte de se faire battre par un pilote de Formule 1 qui en était à sa première Non, mais fois. c'est ça. Tu as regardé la course. C'est qui a dit ça? Parce que c'était pas Pagenaud qui a dit ça. Non, c'était Lando Norris. Ah, ok, mais ouais. c'est lui sous l'émotion. Ouais, sous l'émotion, parce que évidemment, ça l'a frustré. Mais évidemment, j'ai vu le clip où Pagenaud dit Let's take Lando out. Donc ça, c'est pas mal, ça s'est répandu pas mal partout. Donc en même temps, Pagenaud, son comportement était inexcusable parce que on s'entend, c'est pas comme si c'était entre amis, une ligue privée entre amis. C'était diffusé aux États-Unis. C'était diffusé sur NBC Sports Network. Ça a été diffusé sur Sky Sports F1. Ça a même été, je pense, diffusé sur Sportsnet au Canada. En plus de l'être sur YouTube. Donc, il y avait beaucoup de monde qui avait regardé la course. Et en plus, Pagenaud, comme je le disais en introduction du sujet, il était vêtu de sa combinaison de course habituelle en IndyCar. Donc, tu perds un peu de crédibilité quand tu fais ça. Avec l'accoutrement de travail, je dois dire. Exact. Tu recrées la réalité et tu agis comme quelqu'un qui ne ferait jamais ça dans la réalité. Tu sais. C'est sûr que en course, Pagenaud ne ferait pas ça, mais j'ai de la misère à comprendre son attitude de le faire dans une course, même si c'est seulement virtuel. Tu as un comportement à avoir et un exemple à montrer aussi aux jeunes pilotes de ne pas faire. Là. C'est ça. Puis en même temps, je rebondis sur le coup, en même temps sur ce que Santino Ferrucci a fait. Moi, et c'est pas pour diminuer, mais ce que Ferrucci a fait, c'est même pire, parce que lui, il a carrément tassé Oliver Askew dans le mur, là. Il a tourné son volant à gauche pour le tasser, alors qu'on était à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il aurait pu gagner cette course, mais il a décidé de faire le bouffon. Comme Anna Maria le disait, c'est pas quelque chose de nouveau parce que je pense à Silverstone, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, il s'est carrément mis dehors de la Formule 2 et de la scène européenne par lui-même en étant sur son téléphone, en conduisant après la course, en tapant son propre coéquipier de manière volontaire aussi. Donc, c'est pas seulement l'impression des pilotes
des fans et de tous ceux qui travaillent en course automobile. Même les pilotes n'étaient pas surpris de voir Ferrucci agir de la même sorte, parce qu'ils disent que ce gars-là, il est un peu fou. Donc, c'est ça qu'on disait, il faut qu'il y ait un minimum de respect, parce que quand tu as des sponsors qui te regardent, il faut que tu agisses comme si tu étais en piste sur un vrai circuit. C'est sûr que heureusement c'est le monde virtuel, mais il faut quand même que tu agisses en professionnel. Et ça, honnêtement, c'est ce que ni Ferrucci ni Pagenaud ont fait dimanche. Donc, et ce que je condamne le plus dans tout ça, là, ce sont les menaces. Parce que tout de suite après, il y a eu des pilotes, et ça a même été confirmé par Marshall Pruitt, un reporter du magazine Racer. Il y a eu des pilotes qui ont reçu des menaces après ces incidents. Donc, ce qui relève aussi de d'une communauté extrêmement toxique en course automobile, et surtout en Formule 1. Je vais pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais la Formule 1 a une communauté assez toxique, là. Et même Jimmy Broadbent, qui est un YouTuber et un sim racer lui aussi, là, qui participe entre autres aux courses virtuelles, lui aussi, lors de la première course, lorsqu'il a été entré en contact avec Lando Norris, il a reçu des menaces de mort. Donc, là, il y a une ligne à ne pas franchir aussi. Et c'est ça qui est en train de nous faire perdre la tête avec toutes ces courses de sim racing. Là. À un moment donné, d'un côté, le pilote doit agir professionnellement lorsque ce sont des activités qui sont organisées par la propre série, la propre ligue, mais aussi les fans doivent être quand même respectueux, là, parce que c'est pas drôle du tout là, de se faire menacer de mort et tout. Là. Pour un simple jeu à la base, exactement. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un... Donc, oui, c'est juste un jeu en général, mais pour certains, pour ces pilotes-là, il se pratique beaucoup. Il y en a beaucoup qui se pratiquent. Donc, c'est ça, on va clore là-dessus. Donc, moi, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que le sim racing, c'est juste un jeu pour vous, ou bien est-ce que c'est plus qu'un jeu? Alors, n'hésitez pas à partager votre opinion là-dessus. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode pas mal mouvementé du Bulletin F1. La semaine prochaine, on revient avec le quiz audio, cette fois-ci avec des questions que je vais concocter, évidemment, autant facile que difficile. Alors, surveillez ça, on va publier ça la semaine prochaine. On va enregistrer ça la semaine prochaine. Si vous voulez faire part de vos commentaires, critiques, opinions, vous pouvez le faire sur facebook.com/bulletin F1 en un seul mot. Et sur Twitter, vous pouvez aussi partager le tout sur le bulletin F1 en un seul mot. Et évidemment, on a notre site bulletinf1.com qui reste accessible pour les podcasts. Si vous voulez revoir aussi, relire quelques anciennes chroniques, des bulletins de notes aussi, le site est encore disponible. Et évidemment, le podcast du Bulletin F1 est disponible sur notre site, ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast préférées, entre autres Spotify, Google Play Music, Apple Podcasts et autres. Puis, peut-être que si tout va bien, si je reçois ma webcam à temps, peut-être qu'on pourrait mettre nos conversations et le quiz aussi sur YouTube. Mais ça reste à voir si, évidemment, la webcam arrive à temps pour l'enregistrement. Marc-André, Anna-Maria, merci beaucoup. Merci à toi, Abdou. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour le quiz du Bulletin F1. Même s'il n'y a pas de Formule 1, on continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Sur ce, passez une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes.